في البداية أريد أن أشكر هيئة الخبراء المحاسبين على الاستضافة، وكذلك كل المنظمين والسادة الحضور. أريد أن أبدأ لا أقول حكاية، وأنا منذ شهر أو شهرين كنا في اجتماع مع ممثلة لمنظمة عالمية كبرى اقتصادية وبعض البلديات 20 بلدية، وتقدمت لنا في خلال كلامها وقالت لنا أننا سنشرع في تركيز بلديات جديدة ومدن جديدة حسب نظرة جديدة وغير من هذا الكلام. وهذه البلديات، وأخذت مثال لا أذكر البلد، لا أريد ذكره، بلد إفريقي جنوب الصحراء وبلد آخر في آسيا له. فأجبتها بكل بساطة: المدن التونسية ليست هي مدن جديدة، وإنما هي مدن لها تاريخ وجذور وحضارة قديمة منذ 3000 سنة، لكي لا أقول 8000 سنة. وذكرتها أن ورد هذا في كتاب فرنان بروديل عندما تحدث عن أرسطوطاليس منذ 2851 سنة، درس دساتير البحر الأبيض المتوسط في المدن القائمة آنذاك، قرطاج وإسكندرية وروما وأثينا وغيرها، فاختار من بين 59 دستور مدينة قرطاج الذي ينظم العلاقات بين المواطنين وبين الجهات. وقلت لها: إن لنا هوية ولنا جذور، هناك مفاهيم تتغير، ولكن نحن متجذرين، حتى وإن نعرف اليوم تراجع في هذه المفاهيم، ولكنها هي مفاهيمنا. وذكرتها بأن المدينة التونسية في التاريخ الحديث لا التاريخ القديم، مدينة تونس أسست بلدية تونس 1861 على خيرة المصلحين آنذاك، خير الدين باشا وابن أبي ضياف والمصلح الجنرال حسين، وكان أول رئيس بلدية هو الجنرال حسين. إذن تاريخنا في النظام البلدي وفي تنظيم المدينة ليس هو جديد، وإنما له جذور. حينما نعرف تاريخنا ونعي بجذورنا نفهم ماهية القضية وكيف يجب أن نتصرف معها. هذه بداية صغيرة، ولكن اسمحوا لي سأتكلم بالفرنسية. العفو. Partant d'une lecture et analyse de la situation économique, sociale et institutionnelle de notre organisation territoriale en Tunisie, nous avons, et plutôt toutes les analyses convergent qu'il y a des profondes disparités entre les régions et à l'intérieur même des régions. Il y a aussi une forte centralisation qui caractérise le fonctionnement de l'État et du pouvoir. Il y a une inadéquation de modèles économiques et de schémas d'aménagement avec le principe d'équité et d'inclusion. J'ouvre une petite parenthèse, je n'ai pas parce que je respecte et j'estime trop Mme Zral. Les chiffres qu'elle a avancés tout à l'heure dans le pays d'une façon globale, mais je lui dirais dans le local, depuis une décennie, et le local, je dirais bien les 264 municipalités qui sont plutôt balancées vers surtout les grandes régions des côtes, on dépense de l'argent public par habitant 38 dinars. Par contre, dans les contrées de l'intérieur, on ne dépense que 5 dinars. Donc, c'est l'argent de l'État, je dis bien, ce n'est pas le privé. Donc, dans le local, on dépense 38 dinars. En 2006, on dépensait 22 dinars. Maintenant, en 2013, on dépense 38 dinars par habitant. Et dans les contrées de l'intérieur, on ne dépense à peine 5 dinars. Et puis, toute chose est égale par ailleurs. C'est vrai que l'argent de l'État, il représentait 4 000 milliards à l'intérieur et par contre 2 000 milliards dans les régions de côte, et que le privé a investi dans les côtes 7 000 milliards parce qu'il y a tous les avantages, parce qu'il y a l'infrastructure, parce qu'il y a 80% de PIB qui existent là, et c'est pour cette raison que le privé s'y intéresse à ces régions et ne s'y intéresse pas dans les autres régions. C'est normal, toute chose est comparable par elle-même. Donc, cette situation, telle que je l'ai précisée dans quelques défaillances ou arguments, nécessite une profonde réforme du système territorial et d'une organisation administrative. Cette réforme doit se baser sur le principe de la Constitution
et surtout vers l'opérationnalisation de ces constats. Je ne suis pas, je ne discute pas les concepts, je suis un homme de terrain et je sais ce qui se passe dans le terrain. Donc c'est pour cette raison, mon intervention, c'est la mise en œuvre, l'opérationnalisation de la décentralisation telle qu'on le vit, telle qu'on le sent, telle qu'on le pratique avec les gens. La nouvelle constitution, je ne reviens pas sur la nouvelle constitution, nous a offert un cadre politique pour le développement local qui garantit l'instauration de cette décentralisation, de cette gouvernance locale, et en l'occurrence le chapitre 7. Je ne reviendrai pas sur les 13 articles, mais tout simplement, je citerai le principe de subsidiarité, l'article 134, qui implique une répartition des compétences entre l'autorité centrale et l'autorité locale. Le principe de subsidiarité, là je m'arrête un peu parce qu'il concerne nos amis, les experts comptables, l'article 136, qui garantit le droit au développement par la mise en œuvre de modalités de régulation, d'adéquation. Cela pourrait faire un travail et ouvrir des workshops et un travail sur la réforme de la fiscalité locale, sur le critère de répartition du fonds commun, sur le mode de contrôle, sur les passations de marché et tous les autres points l'occurrence. Le principe de libre administration, je ne m'arrête pas là, et puis le principe de participation, enfin le contrôle a posteriori. Là, il y a un grand travail qui attend nos experts sur la légalité des décisions des collectivités locales, l'article 138. Étant conscient que la question territoriale ne peut être étudiée et résolue que par une démarche participative, comme ça a été démontré par nos collègues, et progressive et ouverte à l'ensemble de tous les acteurs, et que ce processus va prendre plusieurs années. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'est-ce qu'on a fait dans la décentralisation. La Constitution est à peine adoptée, donc on a commencé. Donc il n'y a pas eu de décentralisation, il y a eu des brefs décentralisations. Maintenant, la Constitution existe, il faut la mettre en œuvre. Vu sa complexité, son caractère multidimensionnel, qui ne doit pas tenir uniquement des aspects techniques et administratifs, mais il doit également tenir en compte de cette réforme. Et c'est également, pour nous, c'est une culture, c'est une accumulation d'expériences et de travaux qui existent déjà dans les administrations, mais encore faut-il le voir et la modifier avec les nouveaux principes de la Constitution. Et il s'ajoute à cela, à tous ces problèmes structurels que je viens de les noter tout à l'heure, des problèmes conjoncturels. Comment va-t-on opérationner cette décentralisation dans une conjoncture, je dirais, entre guillemets, défavorable, quand on est institutionnellement dans les communes, je dirais, peut-être, en présence des délégations spéciales qui donnent de volonté, mais dont le rendement varie d'une collectivité à une autre parce qu'ils ne sont pas des élus et cette légitimité n'est pas encore accordée. Donc ils ne peuvent pas donner tout ce qu'ils peuvent. Ça, c'est la première heure. Par conséquent, il y a des critiques, des mécontentements qui touchent plusieurs communes. Un dysfonctionnement au niveau de l'action municipale, une régression du rendement et une dégradation de l'environnement, et qui a été accompagnée, vous le connaissez tous, par une chute des ressources financières. Pour identifier le meilleur processus et le montage qu'on pourrait accorder à cette question-là, donc nous avons procédé par des analyses des différentes expériences internationales. Ça fait des années qu'on faisait ça. On a un réseau des experts, des universitaires et des experts de l'administration qui se comptent à 121 experts. Il y en a des gens qui sont présents là et qu'on travaille depuis 2 ou 3 années sur cette question d'opérationnalisation, avant même l'adoption de la décentralisation. Et on a fait passer pratiquement les expériences étrangères. On est passé par la Pologne, par l'Afrique du Sud, par le Portugal, par le Maroc, par la Turquie. Tous, on l'a fait dans des workshops qui ont réuni des centaines des intervenants pour voir quels sont les points faibles et les points forts de cela. Tout ceci, pour tout cela, nous sommes en train maintenant de monter une architecture qu'on va présenter tout à l'heure. Donc, mais la DGCPL,
que je suis le directeur général, ne prétend pas que c'est elle qui conduit ce processus. Et comme a remarqué tout à l'heure, l'architecture qu'on propose n'émane pas d'une décision centrale. Tout va se faire, tout va se discuter par le bas dans les workshops qui seront ouverts, je vais démontrer par la suite, et que ça remonte vers le haut pour rédiger les lois ou les règlements. Donc la pyramide est renversée. Toutes les discussions qui vont accompagner ce processus de décentralisation vont émaner du bas. Avant la définition de la Constitution, nous avons fait une note de cadrage. Qu'est-ce que ça veut dire une note de cadrage? C'est-à-dire on a fait une étude sur une dizaine d'années pour voir quelles sont les défaillances des systèmes des collectivités locales et des régions. Et puis on a fait ce schéma qui est derrière vous. On a commencé depuis 2012 et 2013 et 2014. Donc, pourquoi tu l'as passé? Et nous sommes maintenant en 2014. On attend que ce schéma opérationnel que je vais présenter tout à l'heure soit présenté au gouvernement. Parce qu'on peut travailler dans la démocratie, dans la décentralisation, mais toujours est-il, il faut qu'il y ait quelqu'un qui épouse cette question et ce que j'appelle plutôt le portage politique par le gouvernement. Beaucoup de questions ont été soulevées lors de nos travaux. La forme que doit prendre le processus, quel dispositif faudrait-il mettre en place? Mais il est important de remarquer que nous sommes convaincus que, comme l'a déjà dit un de mes prédécesseurs, que la décentralisation n'est jamais une solution miracle, mais plutôt un processus à long terme qui est susceptible de s'étendre sur plusieurs années dans le futur, dont les jalons et les mécanismes de consultation doivent être bien réfléchis et permettre surtout un suivi, une évaluation et une redevabilité des gens qui travaillent sur ces questions-là. Et il faut qu'ils soient aussi souples parce qu'on ne peut pas connaître qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans ou 10 ans. Après cette longue réflexion, et qui est partagée avec un bon nombre de nos collègues, nous nous sommes arrivés à cette forme d'architecture qui est derrière vous. C'est une architecture qui est composée principalement de 4 organes. Cette architecture émane aussi du texte et de l'essence même de la Constitution. Il y a la haute commission de la décentralisation, et puis il y a un comité technique qui va prendre la relève, et puis il y a des unités de suivi et de communication. Et là, c'est une commission qui est très importante parce que la communication est importante, parce que tout le travail se fait faire dans les différentes régions. Il faut qu'ils convergent, il faut qu'il y ait un recoupement. Et puis, il y a des commissions thématiques. Les commissions thématiques, vous avez remarqué, je ne sais pas, c'est pas là, qui sont proposées dans notre architecture, exigent 3 niveaux. Un niveau politique composé avec la haute commission en relation avec le gouvernement plutôt, et les structures législatives qui vont rédiger par la suite les lois. Un niveau technique qui partage ses avis avec les commissions techniques et un niveau de logistique, celui de l'unité de communication. Ces structures, bien entendu, ils entraînent de relations avec la société civile, avec les ONG, la presse, les universités, qui alimentent les commissions thématiques en experts et qui prennent toutes les questions, et ils discutent tous les procédés de démocratie participative et ils produisent la politique et les décisions dans le domaine de décentralisation. Cette structure entretient aussi des relations avec toutes les structures publiques et les ONG. Et je ne vous le cache pas, nous sommes en train de rassembler, on n'a pas pu rassembler toutes les ONG ou Jamaïat, nous sommes à 652 il y a une semaine. Les gens qui sont spécialisés dans ces thématiques-là, qui sont répartis dans les régions, qui sont volontaires, qui veulent travailler à partir de ce processus. Et ce processus, je reviendrai tout à l'heure dans une carte, je vais le décrire. Seulement, je dois remarquer que le principe de représentation dans ces commissions, que ce soit la haute commission ou la commission technique ou les commissions thématiques, il y a 5 thématiques, je reviendrai sur ces thématiques,
il y a la commission de la réforme de la fiscalité locale, la commission de relations humaines, plutôt de ressources humaines, et la fonction publique territoriale, et il y a la commission des compétences, et il y a la commission de découpage territorial, et c'est très important. Donc ces commissions vont prendre beaucoup de temps, peut-être entre 3 et 6 années. Et nous avons vu les expériences dans les autres pays. Au Maroc, la commission des compétences, elle dure depuis 9 ans et elle ne s'achève pas. En Afrique du Sud, on a passé 7 ans dans ces genres de commissions pour aboutir à un schéma opérationnel. Donc en Tunisie, j'espère qu'avec tous les partages des connaissances, avec la bonne volonté des experts, on aura pendant 5 ans ou 6 ans un achèvement au moins d'une architecture opérationnelle qui peut mettre en exercice ce qui a été écrit au niveau de la Constitution. La composition de ces commissions, on a pris simplement le 1/3, c'est de l'État, du gouvernement, des ministères, des représentations des régions et des ministères, et le 2/3 sont composés de représentants des régions, c'est-à-dire les municipalités, les ONG, les universitaires, les experts. Donc il y a 2/3 qui vont travailler au bas de pyramide pour alimenter les commissions techniques et par conséquent, cette commission technique va alimenter la haute commission pour prendre ou orienter selon les orientations, la réglementation ou les lois qui vont être prises, qui ont été discutées à une échelle très basse. Un tel processus pose un ensemble de questions. Mais avant de... Ce sont là les commissions. Les commissions, vous le voyez devant vous, ils sont 5 commissions. Je ne sais pas, malheureusement, vous n'avez pas de photo là-bas. Donc, ils sont devant vous. Vous pouvez la voir dans le fichier tout à l'heure. Un tel processus, puis... Allez-y. Et puis, il y a... Je ne m'arrête pas sur les fonctions de ces commissions thématiques. Ils sont décrites commission par commission. Il y a 5 ou 6 diapos. Je n'ai pas le temps de les discuter, mais ils sont le fond même de mon exposé, mais faute de temps, je ne peux pas revenir sur les tâches de chaque commission. Bon, maintenant, si je dépasse ça, un tel processus, il pose beaucoup de questions au niveau pratique. Quelle composition des commissions? Quelle représentativité des administrations et des territoires? Comment va-t-on représenter les territoires? Une commission ne doit pas contenir plus de 15 personnes, 12 personnes. Comment va-t-on les représenter territorialement? Quel profil de personnalité des experts? Quelles sont les procédures de choix de ces personnalités? Quelle serait la représentation des régions? Est-ce qu'on aura 4 communes, 5 communes? Quel nombre de régions? Toutes ces questions-là sont déjà posées. Toutes ces questions sont importantes. Ils vont engager certainement l'ensemble des acteurs et surtout la répartition. La commission la plus importante, c'est la répartition des compétences, c'est-à-dire qui va nous prendre beaucoup de temps. Je reviendrai peut-être si j'aurai le temps tout à l'heure sur ces questions-là. Oui, 2 minutes, disons 5 minutes. En conclusion, j'ai un avertissement. En conclusion, la question aujourd'hui n'est pas le contenu de la décentralisation. Nous avons dépassé le concept. Nous avons dépassé tous ces... Qu'est-ce qu'on entend par décentralisation? La Constitution est rédigée. Il y a 13 articles. Donc on n'a plus à discuter tel ou tel autre concept. Nous avons une Constitution, il faut la mettre en œuvre. Voilà ce qui est important. Cela fera l'objet des travaux des commissions. Les commissions vont traduire cela dans des réalités. Comment va-t-on assurer ce montage et à la fois d'une façon progressive et participative et où il y a bien sûr une réforme qui va répondre à toutes les attentes des régions. La décentralisation doit s'accompagner, parmi les problèmes que nous sentons, la décentralisation n'a jamais été menée d'une façon isolée. Il faut la mener, il y a un principe d'équilibre, la décentralisation et la déconcentration. Il ne faut pas avoir dans l'esprit qu'un jour ou l'autre, on va laisser de côté la déconcentration. La déconcentration, c'est un puzzle, c'est une partie du puzzle. Donc, il faut bien penser à accompagner le niveau de décentralisation par une modernisation des structures des États et de ses filiales dans les régions. Il faut penser à un contrat
programme ou à des charges pour assurer un certain lien et une évaluation et un contrôle équitable. Mener l'enjeu de cette question de décentralisation, il aura un coût. Donc il faut déterminer le coût de cette opération, une méthode d'évaluation. Et là, j'invite nos experts comptables de nous aider. Comment va-t-on? Les méthodes sont là, on peut se partager, mais comment va-t-on calculer cette évaluation et comment va-t-on organiser le flux de toute cette opération? Il faut penser aussi au risque de politisation des travaux des commissions et prévoir des garde-fous pour qu'elle ne soit pas l'apanage d'un parti politique ou un autre. C'est un travail de décentralisation qui concerne tout le monde. Il faut tenir compte aussi des futures élections municipales. Comment va-t-on articuler ces propositions avec les futurs conseils municipaux? Tenir compte aussi des autres réformes dans la fonction publique, ce qui est en train de se faire au niveau du ministère des Finances, l'impôt et la fiscalité et les entreprises publiques. Je finirai dans une minute. L'essentiel, que le processus ne doit pas se faire de haut en bas, ceci réduisez plutôt ses chances de réussite. Les mécanismes consultatifs sont essentiels et le processus doit inclure l'intégralité de tout le monde ainsi que l'ensemble des acteurs et à tous les niveaux. Il est donc nécessaire de construire des mécanismes consultatifs incluant suffisamment le niveau central, régional et local, la société civile, la communauté des experts, donnant lieu à des niveaux de légitimité et de soutien. Et enfin, il faut tenir de facteurs politiques et économiques. Il y a des groupes d'intérêt qui peuvent, un jour ou l'autre, soit servir cette cause, soit freiner le processus de décentralisation. Donc, il est essentiel de construire un processus qui garantisse cet élan. Il ne faut pas qu'il s'étende excessivement. Il ne faut pas non plus qu'il soit précipité. Et merci.